C'est une histoire qui a commencé bien avant l'aube, au milieu de la lagune. Blottis les uns contre les autres, regroupés comme s'ils avaient dormi ensemble, des bateaux en bois, rudimentaires, et des hommes qui plongent, replongent et replongent. Au fond de l'eau, du sable. Juste du sable avec lequel il faut remplir des bateaux. C'est l'affaire de quelques heures et de quelques centaines, quelques milliers d'apnées, avec pour tout équipement rien, et comme objectif la survie, comme pour Francis, un Béninois arrivé il y a quelques années. Là-bas, il y a du sable. Si tu mets cette seau dedans, le sable là rentre dedans. Le sable là rentre dedans. Le courant d'eau là, lui met le sable dedans. C'est le courant d'eau qui met le sable dedans. C'est ça. Tu vois? Regarde bien. Vous voyez? Vous voyez? Hein? C'est le courant d'eau qui met le sable dans le seau. Là-bas. Vous voyez? Combien de profondeur ici ça fait? De ici, oui. Ça peut 2 mètres de profond. Combien de temps il faut pour remplir le bateau? Ah, tu veux dire 4 heures comme ça. 4 heures comme ça avant de finir. C'est très difficile. Très difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Pour le souffle? Combien de fois tu plonges pour remplir le bateau? Combien de fois il faut plonger? Combien de fois? 300. C'est 300. Ça, c'est 300. J'ai dit la vérité. 300. 300. Et c'est ainsi chaque jour, au milieu de la lagune de Lagos, capitale du Nigeria, plusieurs centaines de bateaux ont jeté l'ancre sur un haut fond en attendant de se faire remplir comme des outres par des hommes nus qui vont gratter le fond de l'eau. Un épisode parmi d'autres de l'immémoriale histoire de l'homme au travail. Ces hommes ont 17 ans, 25 ans, parfois 12 ou 13. Venus des 4 coins du Nigeria et des pays riverains, ils ne feront pas de vieux os. L'eau est froide en profondeur et personne ne peut endurer cela longtemps. Chaque matin, une femme passe avec sa pirogue et vend un repas chaud contre quelques pièces. Une mamie water qui veille sur eux.
Si tu arrives sans rien savoir et que tu nous vois plonger, tu peux te dire tiens, c'est un métier. On peut peut-être gagner des sous comme ça. Tu sais, c'est pas un métier, c'est comme une punition sur la terre. C'est bon, je peux y aller là? Au bout de 6 ou 7 heures de travail, le bateau est rempli à ras-bord, il faut rentrer au village, on met la voile. On met la voile, on met la voile. Une belle et grande voile, carrée, faite avec des sacs de riz cousus les uns avec les autres, en espérant que le vent abonde, pour se reposer un peu au retour. Une voile et des bateaux dont on se demande alors s'ils sont vrais, comme descendus de la haute antiquité, comme au premier temps des hommes sur l'eau. C'est une histoire belle et méchante comme un mythe. Mais c'est nous qui voyons ça. Après une nuit passée à arracher du sable au fond de la mer, les marins ne se regardent pas, ne s'admirent pas naviguer et veulent juste rentrer chez eux. On peut faire 2 heures, 3 heures comme ça. On peut faire 2 heures ou soit 3 heures comme ça, avant d'arriver à la maison. Et quand le vent n'a pas de force, qu'est-ce qui se passe? On attend? Si le vent n'a pas de force, bon, tu vas durer 4 heures. Tu vas faire 4 heures sur la route avant de partir à la maison. Déjà fatigué? Oui. Je vais laisser. Tu vas le laisser? Je cherche d'autres travail maintenant. On travaille. Ce travail-là, je vais laisser. Mais pourquoi? Et rien. Parce qu'il a trop de force. Il a trop de force. C'est à cause de ça. Justement, aujourd'hui le vent est faible et les hommes mettent du temps à rentrer. Quand il est fort, ce sont les voiles qui se déchirent. Vent ou pas vent, de toutes les façons, c'est toujours dur pour les forçats. Et quand les bateaux se rapprochent enfin du rivage, c'est un pont qui leur barre la route. Un pont qui traverse toute la lagune, comme venu directement du XXe siècle pour les affliger davantage et qui les oblige à démater. Dessus, une rocade reliant l'aéroport à la capitale. Dessous, des bateaux de l'Iliade et l'Odyssée qui finissent leur route en poussant sur de longues perches de bois. Les pêcheurs de sable vont alors se coucher et une autre catégorie de travailleurs prend le relais. Les déchargeurs vont maintenant, avec leurs pelles et leurs paniers, déménager la cargaison. Des machines? Quelles machines? Sur la tête de ces hommes, 50 à 60 kilos de sable mouillé qui iront s'entasser un peu plus loin. Eux, comme leurs collègues qui ont plongé, ne sont propriétaires de rien, à part de leur force. Les bateaux appartiennent à des armateurs. Et ce quartier au bord de l'eau, comme chacun des quartiers de la lagune, est spécialisé. Plus loin le poisson ou le bois, ici à Barriga c'est le sable. Des montagnes de sable récoltées kilo après kilo, presque grain par des hommes aux poumons fatigués, mais dont les propriétaires sont pour la plupart des femmes. À Barriga, ce sont elles qui tiennent l'économie, possèdent les bateaux, les camions, supervisent les arrivées, les départs et les chargements. Pauline a débarqué dans le business il y a quelques années. Chef d'entreprise déterminée,
ambitieuse. Il ne faut pas attendre trop longtemps au Nigeria si l'on veut s'en sortir, dit Pauline. Je suis une nana qui sait ce qu'elle veut. Le sable, un job comme un autre. Voilà mon sable. C'est mon emplacement. Ils entassent ici le sable qu'ils ont ramassé. Ça, c'est le travail d'une semaine pour un bateau. Chaque matin, chaque jour, ils le mettent là. Ça, c'est mon tas. Regardez, il y a différentes qualités de sable, différentes grosseurs. Il y en a dans lesquels il y a beaucoup de coquillages, beaucoup d'impuretés. Et d'autres sables beaucoup plus fins, beaucoup plus purs, qu'apprécient les ingénieurs pour la construction des maisons. Il faut que je mette les jambes dans l'eau pour aller voir ce qui se passe sur mon bateau. Vous avez combien de bateaux, Pauline? J'ai 2 bateaux. Ma collègue ici a aussi 2 bateaux. Les femmes peuvent en avoir 2, 3, 4 ou 5. Et depuis combien de temps vous êtes dans les affaires? Moi, ça fait 3 ans que je fais cela. Il y a beaucoup de femmes impliquées dans le commerce du sable. Oui, il y a beaucoup de femmes parce qu'elles sont bonnes en économie. Elles s'occupent bien de leurs affaires. Elles s'y connaissent bien. Et elles sont bien plus intègres que les hommes. C'est un boulot qui convient aux femmes. Ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de stress. Nous avons juste à attendre que les hommes reviennent du travail et ensuite il faut les payer. Et puis c'est tout. Ce n'est pas si difficile que ça finalement. Et les hommes acceptent facilement d'être dirigés par des femmes? Oui, il n'y a aucun problème. Il s'agit juste de rapport d'argent. Il n'y a pas de question de sexe là-dedans. Si vous êtes d'accord avec le prix, vous leur payez leur salaire et il n'y a pas de problème. Dès le déchargement fini, les hommes sont payés au forfait. C'est tant pour un bateau. Un peu de monnaie chaque jour pour la nourriture et le logement, le reste à la fin de la semaine. L'armateur ne paie pas directement les marins ou les porteurs, mais passe par leur responsable, le chef des équipages qui prendra sa commission au passage, puis les chefs de chaque bateau, qui prendront aussi leur part. Une économie très hiérarchisée, très organisée. On ne paie pas les porteurs pour chaque panier. Il s'agit d'un forfait. On leur demande de vider complètement le bateau de sa cargaison. Tout dépend de la distance qu'ils ont à parcourir avec ce panier. Si le bateau est près du rivage et que les hommes ne doivent pas parcourir une longue distance, ils sont payés un forfait précis. Vous me comprenez ? Mais si le bateau est loin, et le tas très loin, alors là, ils sont payés plus cher. À Bariga, les hommes érigent d'abord les montagnes qu'ils escaladent ensuite pieds nus avec le poids d'un bœuf mort sur la tête. Quand les camions embarquent tout, ils recommencent. C'est Dieu qui l'a voulu, disent-ils. Dieu, s'il existe, il est injuste. C'est pas nouveau. À moins qu'ils doivent se construire une maison en ville. Car le sable de la lagune finira en parpaing, crépi, ciment pour les multiples chantiers minuscules ou géants de la capitale. Miracle de la nature, après la saison des pluies et des fleuves en crue, la lagune n'est presque pas salée et le sable pourra être utilisé tel quel pour les travaux.
Je ne pense pas que les habitants de Lagos se rendent compte des conditions dans lesquelles on extrait le sable qu'ils vont utiliser ensuite pour les constructions. Ils viennent, ils achètent le matériel et ils s'en vont. Le reste n'est pas leur problème. Personne ne peut se douter de la difficulté, de la dureté de ce travail. Avec 25 millions d'habitants et un exode massif et régulier en provenance des campagnes, Lagos est la deuxième ville la plus peuplée du continent africain. Le besoin de matériaux est inextinguible et dans les voitures qui survolent la lagune, on a d'autres chats à fouetter que les conditions de travail des pêcheurs en slip, juste en dessous. Retour à Bariga, où tous les lundis matins, les différents propriétaires, responsables, armateurs ou chefs se réunissent pour parler des cours du sable. Une réunion au cours de laquelle des décisions sont prises, des orientations adoptées, un prix choisi. Mais on nous demande de nous retirer et de ne pas assister ni filmer la réunion. Comme pour le conseil d'administration d'une grande entreprise, ici se prennent des décisions secrètes qui vont conditionner la survie de la communauté. Nous quittons la tente pour nous promener dans le village, où toutes les rues et toutes les activités sont tournées vers l'économie du sable. À l'horizon, de tous côtés, des dunes, le pont et des femmes qui surveillent. Les hommes, où sont-ils? Les hommes? Ils ne sont pas là. Ils sont feignants. C'est vrai, les hommes, ils sont feignants. On ne peut pas compter sur eux. Les hommes sont des feignasses par rapport aux femmes, c'est souvent vrai. Mais ceux qui plongent et ceux qui portent n'attendent pas que l'argent tombe du ciel quand même. Certaines femmes, à Bariga, possèdent une dizaine de bateaux. Les anciennes qui ont commencé il y a plus de 30 ou 40 ans, quand il n'y avait à l'emplacement du village que de l'eau, des marais et des moustiques. C'était même avant le pont. Le sol du village aussi fut transporté seau après seau, panier après panier. L'arrivée des poches en plastique tressées, en provenance de Chine, a sonné le glas des voiles en toile, plus lourdes, plus chères, et dans les arrière-cours et les ateliers, des couturières se sont spécialisées dans la confection et la réparation de ces voiles. À Bariga, on fabrique aussi les coques des bateaux, on taille les mâts, assemble les gouvernails, on ressoude et on répare les seaux. Au milieu de leur dune, entre le village et la lagune, les ouvriers n'arrêtent jamais. Mais comme partout dans le monde, leurs rêves les font tenir. Et après, plus tard, qu'est-ce que vous espérez faire? Moi, je voudrais devenir millionnaire. Nous sommes obligés de prendre des médicaments pour fluidifier le sang. Parce que quand on plonge, des fois nos muscles restent bloqués. Et on reste paralysé au fond de l'eau.
Chaque année, il y en a 3 ou 4 qui restent au fond. C'est tellement dur que tu ne peux pas l'imaginer. Nous ne sommes pas revenus juste pour nous apitoyer un peu plus sur le sort de ces hommes. Car l'histoire prend une nouvelle tournure. À l'endroit même d'où sont partis les voiliers la veille, un autre groupe de bateaux, appartenant à un autre village, a choisi depuis plusieurs années de se faire remorquer par un bateau à moteur pour rentrer. Les bateaux s'accrochent les uns aux autres, par grappes, et commencent alors leur retour vers la terre comme une procession précédée par un panache de fumée. Ici, de ce côté de la lagune, on préfère utiliser le remorqueur plutôt que la force humaine ou le vent. La force humaine n'est pas fiable, les travailleurs sont fatigués. Depuis que nous utilisons les remorqueurs, les hommes travaillent davantage et de manière plus régulière, tous les jours. Avec le remorqueur, on va directement sur les lieux d'extraction et on revient aussi directement. Ce qui se passe ici est fascinant, car c'est comme si nous assistions en direct à la révolution industrielle et les mutations qu'elle oblige. Ceux d'avant, à la voile, et ceux d'après, avec les moteurs. L'histoire des ramasseurs de sable est un raccourci incroyable de notre histoire. Car depuis le moteur, les bateaux partent et reviennent plus vite, et les propriétaires ont pu accorder une demi-journée de repos en plus, tout en augmentant les cadences. Les hommes de la lagune se doutent qu'ils sont au cœur d'une évolution peut-être inexorable. Aujourd'hui les remorqueurs, et demain les dragues, qui vont remplacer le travail à la main, éreintant mais pourvoyeur d'un maigre salaire. Une reproduction grandeur nature, au XXIe siècle, des bouleversements que suscitèrent l'arrivée des machines. Presque partout dans le monde, la voile de travail a disparu. C'était dur, c'était inhumain, mais d'une beauté incroyable et simple que nous ne retrouverons jamais.